Bonjour, bonjour à tous. Voilà, il est 17 heures et quelques minutes. Je vois que vous arrivez les uns après les autres. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur la page Facebook de Bouquinbec dans ce nouveau Facebook Live. Je suis Louis de Bernis, je travaille chez Bouquinbec. Je m'occupe notamment des réseaux sociaux, du site internet et donc d'organiser aussi ces rencontres en live avec des collaborateurs, des auteurs. Nous étions il y a 3 semaines maintenant avec deux auteurs qui étaient venus nous parler de leur expérience, Myriam Delille et Pierre Langis. Si jamais vous voulez revoir d'ailleurs ce live, comme les autres, ils sont tout à fait disponibles sur notre page dans la section vidéo et vous pourrez les retrouver. Aujourd'hui, nouveau live en présence, en compagnie de deux personnes également. Tout d'abord, l'auteur Déborah Saint-Victor et sa réviseure, une de nos collaboratrices que vous aviez déjà pu découvrir lors du premier live, Lina Giguère. Elles vont être en notre compagnie pendant à peu près 1 heure pour discuter de la publication du livre de Déborah, de leur collaboration. Elles vont pouvoir vous montrer un peu comment se passe le processus et vous donner leurs impressions. Je vous rappelle également, si jamais vous avez des questions ou un projet de livre, d'écriture, que nous sommes joignables, tout à fait disponibles par téléphone, par courriel, sur notre site internet. N'hésitez pas à nous écrire et il nous fera plaisir vraiment de vous répondre. Sans plus attendre, écoutez, je vais accueillir avec moi, je vais les inviter à me rejoindre, nos deux invités. Alors, voilà, je vais activer également les micros. Bonjour Lina, bonjour Déborah. Voilà, les deux micros sont activés, c'est bon. Bonsoir, Louis, bonsoir. Bonjour Déborah, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et vous deux? Mais moi, bien aussi. Lina aussi de ton Oui, côté. oui, oui, oui. Ça va très bien pour moi aussi, oui. Je vous ai brièvement présenté, mais je vais vous inviter à le faire vous-même un petit peu plus longuement pour les personnes qui nous regardent. On va peut-être commencer bien avec toi, Déborah, puisque tu sais le sujet du Facebook Live d'aujourd'hui. Bien, je m'appelle Déborah Saint-Victor. Je suis auteure du livre Miragouane, l'école de ma vie. Je travaille à l'hôpital Sainte-Justine comme adjointe à l'enseignement. Donc, je m'occupe des étudiants en médecine qui viennent faire leur stage en pédiatrie. Et je suis bien accompagnée avec mon mari. Puis, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse partager ces points importants concernant l'édition. Super, merci. Et nous avons avec nous également Lina, que tu connais bien maintenant pour avoir collaboré avec elle. Bonjour Lina. Bonjour Louis. Oui. Alors, oui, Lina Giguère, je suis réviseur linguistique, maintenant avec Bouquinbec depuis presque 3 ans. Jusqu'à maintenant, j'ai probablement corrigé, fait la révision d'autour de 70 livres, tous bien différents les uns des autres. Et puis, je suis heureuse d'être là aujourd'hui pour qu'on discute un peu de ce type de livre très particulier qui est l'autobiographie et puis qui se passe dans un pays qui n'est pas un pays qui m'est familier. Alors, on va discuter de cette approche-là. Je vais te laisser poser les questions. Oui, super. Effectivement, aujourd'hui, on a un livre qui a de multiples facettes et spécificités. Toi, Déborah, l'écriture dans ta vie, est-ce que c'était quelque chose qui était présent depuis longtemps ou est-ce que tu t'y es mis récemment? Bien, depuis ma toute petite enfance, j'ai toujours aimé écrire. D'ailleurs, le français, c'était parmi mes cours préférés. J'ai toujours tenu un journal. J'ai participé à quelques concours de poèmes. Mais vraiment, je peux dire que dans les années après 2010-2011, j'ai voulu commencer vraiment à écrire un livre et porter le projet à exécution. D'accord. Et alors,
cette idée de livre, parce qu'il y a une vraie différence entre simplement l'écriture et puis l'idée de publier. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui t'a fait te dire c'est le moment où j'ai une histoire à raconter? Comment est-ce que ça s'est passé? J'ai toujours été entourée de personnes qui avaient les mêmes intérêts, les mêmes passions que moi, qui écrivaient déjà. Certains professeurs, de mes professeurs étaient des écrivains. Mais entre autres, l'idée d'écrire sur Haïti et le tremblement de terre m'a été confirmée lorsque j'ai rencontré Daniel Laferrière au Salon du Livre. J'ai été, au fait, non, j'étais à une de ses dédicaces et pendant qu'il était en train de signer mon livre, je lui ai posé la question, j'ai dit, écoute, Dani, j'aimerais écrire un livre qui décrit les événements qui sont passés en Haïti lors du tremblement de terre. Qu'est-ce que tu en penses? Mais il m'a dit, pourquoi pas? Il avait même été très étonné de ma question. J'ai dit, est-ce que tu penses que je pourrais écrire sur les événements du tremblement de terre? Il a dit, mais un écrivain écrit ce qu'il veut. Donc, vraiment, il m'avait soutenu dans mes démarches, même à distance. Puis, quand j'ai amené mon projet à exécution, j'étais toute fière de lui montrer le livre qu'il m'avait encouragé à écrire. Et tu l'as même, je crois, recroisé dans un Voilà. événement une fois le livre publié. Je lui ai remis sa copie. Donc oui, ça c'est pas banal, effectivement. Dans nos auteurs, on a parfois des histoires comme ça. Ouais. Mais toi, je me souviens de la première fois où tu m'avais raconté cette histoire Ouais. de croiser comme ça un académicien dans un salon du livre et de pouvoir échanger quelques mots et que ça donne lieu un vrai livre. Voilà, ça m'avait vraiment encouragée à poursuivre mon projet. Oui, alors tu l'as évoqué un petit peu, effectivement, de quoi traite ton livre. Je vais te laisser en parler mieux que ça, mais en fait, c'est à la fois une biographie, quelque chose que tu as vécu, Voilà. et puis il y a un aspect historique parce que tu étais là en Haïti, vraiment avant, pendant et après les événements qui se sont produits il y a maintenant 10 ans. Voilà. Donc, c'est un récit qui décrit les événements qui sont passés justement lors du tremblement de terre en Haïti en 2010. À ce moment-là, j'étais à Miragoâne, c'est une ville dans le sud, et je travaillais dans le social. J'avais alphabétisé en créole et je décris de mes yeux d'une Canadienne ce que j'ai été témoin, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai retenu de cet événement-là et de cette expérience. Donc, c'est un livre qui est très imagé. On peut retrouver beaucoup de proverbes haïtiens, des sages proverbes. Je parle beaucoup de mes sentiments, des sentiments d'autrui, et je dresse un tableau positif du peuple. Donc, je mets en valeur ses qualités et ses forces. D'accord. Toi, maintenant, je vais me tourner vers toi, Alina, de ton côté. Comment est-ce que ça se passe pour toi quand tu reçois comme ça un manuscrit qui a cette double, même triple particularité d'être à la fois une autobiographie d'une culture totalement différente de celle qu'il y a ici au Québec, et qui en plus parle d'événements historiques, maintenant, on peut le dire, des événements en tout cas marquants dans l'actualité internationale. Est-ce que ça change quelque chose pour toi dans ton approche? C'est certain que je ne peux pas seulement m'attarder aux fautes d'orthographe ou aux erreurs linguistiques. Ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, D'abord, je me mets en position d'ouverture parce que j'ai beaucoup à apprendre lorsqu'on me donne un livre comme ça. Il y a eu celui de Déborah, j'en ai fait quelques autres aussi, où on m'amenait en Afrique, où on m'amenait en Suisse. Alors, c'est bon, alors c'est ça, je me mets en position d'ouverture, je veux apprendre et je veux bien sûr faire les choses comme eux veulent les avoir aussi. Alors, souvent, j'ai à poser des questions. Par exemple, si un terme est utilisé, mais je ne suis pas certaine que nous, ici, on l'utilise de la même façon, alors je n'irai pas corriger un terme sans d'abord poser la question à l'auteur, est-ce que c'est bien ça que vous voulez dire?
De la même façon, parce que là, je reste au niveau du vocabulaire, par exemple, on va me dire ou on va me prévenir de ne pas changer certains termes parce que c'est la langue qui est parlée là-bas, c'est les expressions qui sont utilisées là-bas. Alors, il faut respecter, bien sûr, ces utilisations-là. Le problème que ça pose parfois, c'est la francophonie regroupe plusieurs pays et puis parfois les tournures de phrases ne sont pas les mêmes. La façon de, comment je dirais, moi je me rends compte que nous, on est très direct. Quand on parle, on dit les choses telles qu'elles sont, mais il y a des cultures où ils vont prendre davantage de détours, comme s'ils ne veulent pas se mettre en avant. Alors, c'est parfois très touché de tenir compte des différences de langage. Si je reviens au livre de Déborah, ça a été un voyage pour moi de corriger ce livre-là. D'abord, de faire la connaissance de Déborah. On s'entend très bien, on se téléphonait souvent. Et puis, elle me faisait confiance, elle me donnait de la liberté aussi dans mes interventions. Alors, j'ai beaucoup appris. Et puis, je pense que mon travail a permis aussi d'enrichir son travail, de la soutenir en mettant en valeur, par exemple, certains éléments, certains environnements, certaines émotions. Alors, ça a été un beau travail d'équipe. Oui, Et puis, ouais, c'est ça. Alors, c'était comme si j'étais sur les lieux. Je pouvais presque m'imaginer comment c'était. Oui. ça a été, j'ai l'impression, une rencontre avec une auteure avant d'être une rencontre avec un manuscrit qui a Ah oui, eu. oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, oui, puis c'est un privilège d'avoir rencontré quelqu'un comme elle qui était là. On parle du tremblement de terre, mais lorsqu'elle était là, elle a été là longtemps, puis le tremblement de terre n'était pas dans le paysage encore. Alors, le livre ne tourne pas autour du tremblement de terre. Le tremblement de terre intervient, elle est restée là, elle était très courageuse. Donc, dans ce livre-là, on a l'opportunité de le vivre de l'intérieur, euh, en étant en contact avec des gens qu'elle connaissait avant. Alors, elle nous amène dans les familles, elle nous ramène à l'école, avec des personnes plus âgées, le quartier. Alors, c'est ça, c'est un livre qui nous présente Haïti, le beau côté d'Haïti. Puis même moi, comme plusieurs personnes, sans doute, je me disais, ah non, jamais j'irai en Haïti, ça a l'air d'être pauvre, désorganisé. Mais après avoir lu, appris, découvert Haïti avec les yeux de Déborah, ben, c'est une destination, oui, où j'aimerais aller. Il y a beaucoup de charme dans ses descriptions, il y a beaucoup de poésie dans ses descriptions, puis c'est ce qu'on voit. En tout cas, ils ont l'air aussi de très bien manger. Et puis là, ça a l'air bon. Ça a l'air bon en Haïti, là. Ah oui, puis peut-être avec des petites choses, tout ça. Non, j'ai tellement appris, Déborah, j'ai tellement appris avec toi. Alors, c'est ça, tu sais, je suis la révisage, j'apporte des choses, mais en même temps, j'apprends beaucoup. Quelque chose qui m'avait touchée parce que Lina a une approche particulière, mais elle est très intéressée aux cultures. Puis, des fois, par exemple, elle remarquait des détails propres à la culture. Puis, quand elle m'écrivait un courriel, elle mettait comme note, ou des fois, nous, on s'appelle Tichéri entre nous. Puis, elle mettait, OK, bonne journée, Tichéri. Puis, j'étais, elle a lu dans le livre, donc elle l'a retenu. Tu vois? Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est que des fois, elle me parlait de mon livre, puis elle me parlait d'un personnage. Il y a Madame François, puis elle me disait, je suis arrivée dans la correction, dans le passage que tu parles de Madame François, puis ça m'avait marqué parce qu'elle l'avait comme apprivoisé le personnage comme si elle le connaissait.
Donc, j'ai trouvé que vraiment, c'était vraiment imprégné de l'histoire, puis elle avait mis vraiment son cœur dans la révision. Et comme Lina disait, j'imagine que c'était un peu ton idée, Déborah, de parler, oui, bien sûr, des événements qui sont produits, mais d'abord et avant tout, de parler du pays en lui-même et de la culture, c'est bien ça? Oui, moi, je tenais, parce que souvent dans les médias, l'image d'Haïti qu'on projette est une image très négative et on montre un peuple qui souffre, on montre un peuple opprimé, on montre un peuple révolté. Puis moi, ma mission, même si cette réalité existe, mais ma mission à moi, c'était de dresser un tableau positif. Donc, quand que Lina m'a dit à la fin de sa révision, Déborah, hein, tu m'as donné le goût d'aller en Haïti, pour moi, j'avais accompli ma mission. J'avais même les larmes aux yeux quand je disais ça parce que j'ai dit, OK, point, ton livre a abouti. Parce que c'est l'effet que je voulais laisser aux gens. C'est que derrière ce tremblement de terre, derrière ce chaos, il faut rechercher le beau. Le beau existe. Puis, par ces commentaires, ces annotations, je voyais que j'avais accompli ma mission. Et cette étape, ce travail de la révision, justement, est-ce que c'était toi quelque chose qui était important pour toi? Est-ce que tu étais familière avec toutes ces étapes-là de la publication ou tu as découvert au fur et à mesure? Bien, comme je vous ai dit, ma matière préférée, le français, ça a toujours été un coup de cœur, mais même si on a des aptitudes dans l'écriture, on n'arrive pas à repérer toutes les erreurs. Puis, c'est pour ça que c'est important de s'associer avec un réviseur professionnel qui va nous aider à repérer, puis à prévenir certaines erreurs, puis à peaufiner notre travail. Le faire seul, c'est presque impossible. Il y a des choses qui peuvent nous sauter, qu'on ne voit pas, mais avec le réviseur, elle a une vision globale. Puis aussi, moi, en tant qu'haïtienne, bon, je suis née ici, mais quand même, mes origines sont haïtiennes, j'avais une vision propre à ma culture. Donc, c'était important pour moi d'avoir la vision d'une autre personne qui n'est pas de la même culture que moi pour qu'elle puisse me faire remarquer qu'est-ce qui la touche, elle, quels sont les points importants ou qu'est-ce qui est clair pour moi, mais pour elle qui ne connaît rien de cette culture, ce n'est pas clair. Donc, par ses commentaires, ses annotations, je savais quel point accentuer ou je pouvais aussi voir qu'est-ce qui était superflu. Puis, j'avais aussi, au cours de mon parcours, l'aide d'un coach littéraire. Donc, mon livre, je ne l'ai pas écrit seul, je l'ai écrit grâce à un coach littéraire qui m'a aidé dans la création du récit. Donc, Lina, elle a révisé mon livre, mais le coach littéraire m'a aidé dans le contenu de mon livre. Par exemple, puis s'assurer que l'histoire aboutisse. Ouais, c'est le rôle du coach littéraire. Donc, Martin Mercier de Création scénique, lui, m'a aidé aussi à travailler sur la qualité de mon contenu. Et en plus, avec le concours de l'INA, ben, ça a été champion, ça a été gagnant pour moi. Ah oui, d'accord. Donc, tu t'es vraiment constitué une vraie équipe autour de toi et tu as fait ça de manière vraiment structurée, alors, d'après ce que je comprends. Parenthèse d'ailleurs, je vois qu'il y a des gens qui réagissent. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et puis on aura une période de questions à la fin. On pourra revenir si jamais on n'a pas répondu à certaines de vos interrogations. Je nous propose de faire un saut dans le manuscrit à présent pour avoir un aperçu de ce qui se fait concrètement en fait pendant le travail de révision. Comment se déroulent les échanges entre la réviseur et l'auteur. Donc, on va vous faire un partage d'écran pour vous montrer une vraie page du manuscrit de Déborah et pour que vous puissiez voir voilà, les échanges auxquels ça a donné lieu. Est-ce qu'on peut parler? Mais oui, je vous en prie, je vous donne oui. D'accord. Alors, d'abord, c'est important pour les auteurs de se familiariser avec l'outil qui s'appelle l'outil révision, là, suivi des révisions, suivi des corrections, parce que c'est de cette façon-là qu'on peut communiquer ensemble et c'est de cette façon-là que l'auteur va voir les corrections que le réviseur apporte, les suggestions aussi. Alors, quand on est réviseur,
on ne demande pas la permission à l'auteur pour chacune des corrections qu'on va faire ou chacune des suggestions qu'on va faire. Je parle pour moi, là. Euh, alors, parfois, on prend des initiatives de faire les choses davantage lorsque on connaît l'auteur, davantage lorsqu'on avance dans le livre, parce qu'on connaît mieux le style de l'auteur. Alors, on sait qu'on peut épouser le style de l'auteur. Et aussi, bon, on fait notre travail de concordance des temps de verbe, on place on déplace des éléments dans le texte, des propositions, ça fait partie du travail. Alors, tout ça pour dire que l'auteur va voir les corrections, euh, peut refuser certaines corrections aussi, euh, va pouvoir répondre à nos questions. Et puis, on peut revenir sur certaines choses. Alors, c'est un outil qui est très utile. Euh, L'inconvénient, c'est que parfois, il y a tellement de petits changements. On va placer une virgule, on va en enlever une, on va mettre une majuscule, on va enlever un S. Alors, quand ces corrections-là apparaissent en rouge, ça devient illisible par moment pour l'auteur. Alors, il y a des façons de faire où on peut voir seulement les marques simples, sans marque, bien que les corrections restent là, mais on peut lire le livre aussi sans qu'il n'y ait de marque. Mais ça, parfois, les auteurs connaissent moins bien cet outil-là et puis ils peuvent se décourager un peu à voir ça. Alors, l'exemple qu'on a ici, on l'a rechoisi pour préparer ce Facebook Live. Alors, il n'y a pas beaucoup de corrections d'ordre orthographique, mais quand même des petites choses. Alors, bon, je vais commencer à lire. Donc, provenant d'un peu plus loin, j'entends le bruit des casseroles, des femmes qui préparent le déjeuner. Même déjà là, on a un petit peu de difficulté quand on travaille, quand on commence une phrase avec un participe présent, mais c'est là, j'ai sauté. Alors, des femmes préparent le déjeuner. Alors, moi, je suis québécoise, le déjeuner, c'est le matin. Mais je sais que en France et dans d'autres pays européens, le déjeuner, c'est le repas du midi. Alors, je pose la question à Déborah. Est-ce qu'on parle du premier repas de la journée? Alors, elle peut répondre sous ma question. C'est ça. Donc, j'ai répondu le déjeuner ici, le petit déjeuner en Haïti. Donc, on parle de la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est le premier repas de la journée. OK. Donc, le terme était correct. Puis comme on aime discuter, je suis curieuse quand même, parce que ça m'étonne que le déjeuner soit aussi le premier repas et non le petit déjeuner, parce que ça a été colonisé par des Espagnols, des Portugais, des Français. Excuse-moi. Mais l'expression qui est retenue, c'est déjeuner. On va déjeuner. Oui. OK, alors, donc le repas le plus important de la journée. Moi, ici, j'ai coupé la phrase et puis j'ai pris l'information qui venait après et je l'ai mis dans une deuxième phrase pour un peu donner de punch. Alors, on dit, il faut bien manger avant de quitter la maison, car... Sagvig, pas camper. Bon, cette phrase-là, avant, elle était inversée, mais là, Sagvig, pas camper. Et puis, on a une note en bas de page et tout le livre est comme ça, où on nous dit, je ne sais pas pourquoi c'est barré. Ah, c'est barré parce que je l'ai changé de place probablement. Un sac vide ne tient pas debout. C'est ça. Alors, c'est très intéressant ce livre-là aussi pour ça, parce qu'il y a plein de proverbes. Alors, si on revient un petit peu en haut, donc on parle de ce qu'on mange selon les moyens économiques de chacun. On déjeune avec de la semoule de maïs, des pâtes alimentaires avec du hareng fumé, saucisse hot dog, œufs bouillis ou frits. Là, je l'évite, mais je fais pas ça comme ça quand je travaille. Là. Des racines, mais tu sais, c'est plus des racines bouillies. Là, je regarde, OK, le S. Alors, comme le manioc, la patate sucrée. Alors là, moi, je me pose la question, est-ce que la patate sucrée, c'est la patate douce?
Alors, je pose la question, au lieu de la changer moi-même en disant, ben non, c'est pas patate sucrée, on dit patate douce, je pose la question à Déborah. Puis là, je réponds que non, la patate douce avec la chair orange qu'on utilise ici n'est pas celle qu'on cultive en Haïti. Donc, c'est important d'écrire patate sucrée, on peut même blanche parce que la chair est blanche. Mais si on dit patate douce, puis qu'un Québécois se met à faire la recette, il ne va pas la réussir. Oui, c'est ça. C'est pas ça, c'est la patate sucrée. Puis, oui. bon, la chair, elle est blanche. Oui. Alors déjà, vous voyez comme on mange bien. Comme on débute bien la journée. Alors, bon, on voit que l'igname ou le fruit... Tu vois, je me demandais, Déborah, est-ce que l'igname ou le fruit de l'arbre à pain, est-ce que tu parles de la même chose? Non. Ou c'est deux choses différentes? Deux choses différentes. L'igname, c'est deux choses différentes. OK. Et puis, et de la semoule de blé. Là, je me demande, moi, est-ce que la semoule de blé accompagne chacun de ces plats-là? Est-ce que la semoule de blé accompagne, par exemple, le hareng fumé, les œufs bouillis, ou c'est un autre plat? Parce que là, je me demande, est-ce que je dois mettre une virgule avant et de la semoule de blé ou pas? C'est ça. Donc, c'est à part. Donc, c'est notre plat. C'est un autre plat. C'est ça. OK. Un déjeuner de roi. Donc, certains enfants s'achètent un pâté frit contenant une farce de hareng fumé, de saucisses à hot dog ou d'œufs bouillis. Là, il faut dire aussi aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, que là, ça, ce serait comme une première correction. Mais je reviens une deuxième fois, puis une troisième fois sur un même texte avant de l'envoyer à l'auteur. Parce que moi-même, je me recorrige parfois. Puis là, je dis, ah non, c'était pas nécessaire de faire ça, là. Je suis peut-être allée un peu trop loin ou j'ai oublié ça. Donc, un paragraphe comme ça va être lu au moins 3 fois avant d'être envoyé à l'auteur. Aussi parce que parfois, plus tard, j'ai les réponses à les questions que je me posais un peu plus tôt. Alors, pas besoin d'envahir non plus l'auteur avec les questions. J'aimerais aller au 3e paragraphe. C'est Déborah qui a le contrôle. Oui, ici, à partir de... Oui, c'est ça. J'ai modifié cette phrase-là qui était... c'est un peu dur à voir ce que c'était. Une barrière peinte de couleur rouille. Tu te rappelles-tu, Déborah, ce que ça pouvait être la... Non, pas vraiment, mais attends, je vais voir. Révision, suivi. Et on fait refuser. C'est ça, c'était ça ici. Ça, c'est la nouvelle. Ça, c'est la nouvelle. Avec les corrections, non, je ne peux pas voir. Ouais, si tu fais refuser, supposons. Oui, c'est ça. Tu as accepté. Ça, c'était l'original. OK. Une barrière peinte élevée de couleur rouille entoure la maison où j'habite. Maintenant, avec les... Alors, moi, je suggérais la maison où j'habite est entourée d'une barrière élevée. On qualifie tout de suite la barrière. Peinte de couleur rouille. Toi, ça t'allait, ça? Oui, c'était correct pour toi? Et on l'a gardé. On l'a gardé, c'est ça. Mais c'est le genre parfois de liberté, mais c'est pas que ça, là. C'est vraiment un travail où on déplace les compléments puis on réunit les éléments qui vont ensemble. Alors, la barrière est élevée. C'est plus facile que de couper la phrase par des virgules. Ça ralentit la lecture aussi. Ici, il y avait la question de Madame François. La première fois que j'ai vu ça, j'ai voulu corriger pour Madame. Et puis, bon, là encore, j'ai posé la question. Je te repose la question, on va faire semblant. Donc, c'est ça. Donc, madame, pas madame, madame. Ah, madame, ah, d'accord. Ben, tu m'as dit que c'était une erreur parce que pour toi, c'était madame. Alors, oui. en fait, je parle de Madame François.
au lieu de Madame François. Donc, là, j'expliquais qu'en Haïti, souvent, on donne, la femme porte le nom, on interpelle la femme avec le nom de son mari. Donc, François était le mari de cette femme. Ben, le prénom, tu veux dire? Oui, c'est ça. OK. Excuse-moi, le prénom, tu as raison. Tu as bien retenu tes leçons. Donc, c'est ça, le prénom. Donc, on dit Madame François. Donc, Madame, c'est une interpellation qu'on utilise avec le nom de son conjoint. Donc, ce n'était pas une erreur. Il fallait que ça reste comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis de toute manière, tu l'avais mis entre guillemets aussi. Voilà. Donc, ça venait... Et puis, peut-être, je ne me rappelle pas, mais c'est un bel exemple où on peut mettre une petite note de bas de page aussi pour... Expliquer. Oui. Ouais. Je ne sais pas si je l'avais fait ici, mais je pense que je l'ai fait ailleurs. Oui, mais tu sais, on a pris une page au hasard aussi, comme ça, là. Alors, puis je pense même que j'ai fait un copier-coller pour recommencer l'exercice. OK. J'avais modifié aussi la phrase, là, Madame François, parce que toi, tu disais à la main, 2 fois par semaine, Madame François Madame fait... François fait la lessive. Mhm. Moi, j'ai inversé. Je débutais par le sujet de Madame François. Au lieu de commencer par un complément circonstanciel, là. Donc, Madame François, 2 fois par semaine, fait ma lessive à la main. Oui, c'est ça. Encore là, l'idée, c'est de réunir les mots qui vont ensemble. Alors, lessive à la main, c'est une image, c'est un groupe qui va ensemble. Alors, encore là, on évite de couper trop souvent la phrase pour se demander comment c'est. Alors, on ramène les compléments ensemble. Très intéressant après au niveau de l'information que tu nous livres. C'est vraiment l'exemple de ton livre, à quel point on apprend des choses, pas seulement sur les événements qui se produisent, c'est-à-dire non, comme je reviens toujours là, pas par rapport au tremblement de terre, mais l'information, tu dis, c'est monnaie courante ici d'engager une lessiveuse. Certaines viendront frapper à votre barrière pour offrir sur le champ leur service. C'est louable car, cherchant à gagner leur vie, elles en trouvent les moyens. On apprend tellement de choses, là, tellement de choses. Ben, je sais pas, c'est peut-être suffisant pour les exemples que, qu'on voulait montrer, en fait, là, du travail conjoint entre la réviseur et le... Mais on ne fait pas tout le livre comme ça, là. On ne lit pas les 300 pages du livre ensemble, ce serait beaucoup trop long. Alors, je fais ma correction, je l'envoie à l'auteur qui va regarder mes corrections, qui va apporter ses commentaires, répondre aux questions. Et puis, ensuite, l'auteur me le retourne. Et puis, moi, j'enregistre ces corrections s'il y a des nouvelles choses aussi. Puis, on se fait des petits allers-retours comme ça. Puis, quand tout est beau, qu'on est tout content, on envoie ça au graphiste, à la graphiste. Oui, ben c'est un très un bon exemple. Je pense que ça montre bien de quoi est fait concrètement, de quoi sont faits les échanges entre la réviseur et l'auteur. C'est aussi, donc, tout cela se passe dans Microsoft Word en général, qui est vraiment le meilleur logiciel à utiliser pour les auteurs, parce qu'il y a cette possibilité de lire facilement et de s'échanger des commentaires. Comme on a pu le voir, oui, comme tu l'as souligné, Lina, il y a à la fois cet aspect d'avoir un regard extérieur pour toi qui ne connaît pas du tout cet univers-là et qui a donc des questions qui vont permettre d'ajouter parfois des notes de bas de page pour améliorer la compréhension du futur lecteur. Et puis aussi, on a eu oui, quelques exemples qui montrent que tu es là pour proposer peut-être d'autres structures de phrases parfois pour améliorer la musicalité des phrases et faire que ça se lise bien, ce soit agréable à lire. Et puis, il y a toujours ces échanges, ces propositions et l'auteur décide de ce qu'il veut garder ou non, ce qui l'intéresse ou non dans ses propositions. C'est ça, c'est tout à fait ça. Puis j'aime beaucoup, Louis, que tu parles de musicalité, parce que dans un texte, il y a du rythme aussi.
et puis une musicalité, et puis parfois, il y a des sons qui ne vont pas ensemble non plus. Ça s'appelle de l'euphonie. Ce sont des choses qui se corrigent, qu'on ne voit pas parfois lorsqu'on écrit, mais lorsqu'on le lit à voix haute, ça sonne pas toujours bien. Et parlant de musicalité, il y a, moi, je pense qu'un texte doit pouvoir se lire à voix haute. Mhm. Et puis qu'il soit agréable à lire à voix haute. Et ça m'a saisi davantage lorsque euh, j'ai entendu des auteurs lire des extraits de leurs livres, comme toi, Déborah. Il y en a d'autres parfois qui m'ont partagé un petit vidéo de leur lancement. Et puis là, ils lisent une page du livre, puis c'est vraiment... Ah, Mhm. moi, ça me fait quelque chose, là. Et puis, c'est comme l'examen final. Est-ce que ça se lit bien? Est-ce que ça coule? Est-ce qu'il y a une musicalité? Est-ce qu'il y a des ruptures? Si ça se lit bien, je suis satisfaite. Je suis rassurée. Et toi, tu l'as fait aussi, Déborah, et puis Oui. ça se lisait bien. Toi, de ton côté, Déborah, comment est-ce que tu as vécu ce processus-là de révision? Les auteurs ont parfois la crainte bah, qu'on les dépossède un peu de leur bébé, de leur manuscrit, de leur création. Est-ce que ça a été difficile par moment ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement? Bien, moi, je veux dire que l'approche de Lina a beaucoup. Si j'avais des retenues, elle a fait tomber beaucoup de barrières parce que je me rappelle, lors de nos premiers échanges, la première chose qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, Déborah, parle-moi de toi. Donc, c'est qui Déborah? Donc, c'était important pour elle de savoir qui j'étais. Puis après, elle dit, parle-moi de ton livre. Je veux que tu me parles de ton livre. Donc déjà, je trouve qu'elle avait de l'intérêt personnel. Donc, elle s'intéressait plus à moi et à mon livre qu'à son argent, son gagne-pain. C'est ça que j'ai trouvé important. Puis aussi, on travaille en équipe. Donc, elle ne fait pas de changement si elle a des doutes. Des fois, on s'appelait, puis elle me dit, bon, maintenant, je suis assise dans ma cuisine, puis j'ai un beau ruisseau devant chez moi, puis je suis en train de corriger tel passage. Donc, tu sais, elle nous met vraiment dans une ambiance chaleureuse qui nous permet vraiment de faire confiance. Puis, quand même une femme d'expérience, donc on a confiance en son jugement. Puis, elle fait vraiment des recherches approfondies et spécifiques sur certaines villes. Par exemple, dans mon livre, à un moment donné, je parle de la cité Marie-Victoire. Puis elle m'a dit, Déborah, j'ai fait des recherches sur l'Internet et ça n'existe pas. Puis elle a raison parce que c'est une nouvelle cité qui a été créée tout dernièrement. Donc, peut-être que ce n'est pas encore sur Google ou quoi que ce soit. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment l'intérêt personnel. Donc, ça fait tomber beaucoup de barrières puis beaucoup d'inquiétudes quand on a un échange comme ça avec un réviseur. Ouais. Toi, Lina, alors, tu l'as un petit peu dit déjà plus tôt, mais quel souvenir est-ce que tu gardes de ce manuscrit? À quel point est-ce que ça t'a fait voyager? Bien, ça m'a fait voyager parce que j'ai marché dans les rues avec Déborah. Je suis allée sur le quai voir le débarquement des Kennedy. Des Kennedy, c'est bon. Kennedy. Des pépés. C'est bien ça. Et puis Déborah, lorsqu'elle était à Miragouane, elle faisait du jogging, la course à pied. Alors on partait, puis on allait faire des collines, on descendait dans la ville, et puis on voyait les gens qui s'installaient, les dames qui installaient leur table sur la rue, les enfants qui allaient à l'école. Alors ça a été comme pour moi un voyage et puis j'ai connu des gens avec ce livre-là. Comme je parlais tout à l'heure, je revois encore où elle habitait et puis elle a été brave, hein? Elle a été brave. Parce que lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, il s'était interdit pour les gens de rentrer dans leur maison.
parce que la maison pouvait s'écrouler s'il y avait une autre secousse. Alors, elle a bien respecté ça et elle a dormi dans sa voiture. Puis de temps en temps, elle allait dans la maison, puis elle revenait avec ses choses, mais elle voulait rester avec les gens. Alors, pour moi, j'étais là. J'étais là. Et puis, c'est ça, ça a enlevé des peurs. Et puis, c'était comme ça avec Déborah. Et puis, comme je l'ai dit en introduction, je le vis aussi avec d'autres auteurs qui m'amènent. Par exemple, je pense à Daniel qui est en Suisse. Et puis, j'ai des images d'avoir glissé sur les belles collines en Suisse, de m'être promenée dans les montagnes, d'être passée dans le village. Alors, c'est une façon de... Ben, c'est ça la littérature, hein? C'est de réussir à créer des images, puis le talent d'un auteur, ben moi je trouve qu'un auteur qui est capable de créer des images, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et puis c'est quelque chose qui se reconnaît tout de suite. Mais là, on parle davantage de littérature. C'est différent dans les essais, par exemple. Mais dans cette formule-là, c'est une très belle formule. C'est une très belle formule. Puis j'espère, Déborah, que tu vas continuer à écrire et puis que tu vas nous instruire encore sur Haïti ou autre chose. Je suis persuadée que tu as plein de choses à dire. J'en ai plein. J'en ai plein. Oui, ça doit être assez saisissant parce que ça n'est entre guillemets que un manuscrit, c'est-à-dire via écran interposé, mais en fait, on pénètre dans l'intimité de quelqu'un assez rapidement, de plein pied. Voilà. Et puis, c'est ça, c'est une marque de confiance aussi que l'auteur nous accorde d'entrer dans sa vie aussi, là, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la personne elle-même. Quand on parle d'une autobiographie comme ça, les gens se dévoilent, vont dire pourquoi ils sont comme ça, par où ils sont passés. Alors, moi, je les respecte beaucoup. Et puis, tu sais, moi, j'ai une vie qui est que je trouve bien tranquille, bien rangée. Tu sais, il y a quand même du mouvement ici, là. J'ai 4 grands-enfants, là. Ils sont plus à la maison, mais chacun a sa vie, ses histoires. Euh, mais d'aller comme ça dans la vie de d'autres personnes, des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, des gens qui ont été des réfugiés, d'autres personnes qui arrivent ici en tant qu'immigrants, qui ont de la difficulté à se trouver du travail. Alors moi, c'est une réalité que je connais pas, là. J'habite à la campagne sur la rive sud de Québec, puis c'est bien tranquille, là. Mais de lire des biographies, des autobiographies, ça nous ouvre à d'autres réalités. Alors, nécessairement, comme réviseur, on ouvre notre esprit. Puis je pense que c'est une belle qualité d'avoir l'esprit ouvert à la base. Moi, j'ai beaucoup voyagé, alors peut-être que ça influence. Une fois cette révision complétée, donc le chemin s'est poursuivi de publication. On met aujourd'hui l'accent, la lumière sur la révision, mais on va quand même mentionner le fait que la mise en page, le graphisme a été fait par Alejandro Nathan. Ensuite, un autre collaborateur, Bouquinbec. Est-ce que la suite aussi du processus s'est bien déroulée, Déborah, de ton côté? Oui, très bien. Avec Alejandro, ça a été superbe pour faire la mise en page, la page couverture, les banderoles Facebook, etc. J'ai rien à dire sur ça, bravo. Puis aussi, bon, c'est sûr que les prochaines étapes, c'est l'étape de la promotion du livre, le lancement du livre. Donc, moi, j'ai organisé 2 lancements de mon livre.
Un qui a été fait à Montréal, à la Maison des écrivains. Ça a été super, une belle soirée. J'ai eu à peu près entre 60 et 80 personnes qui ont assisté à mon lancement. Donc, pour moi, ça a été un vrai succès. Et j'en ai fait un deuxième plus petit en Haïti. Donc, j'ai pu présenter mon livre et laisser mon livre aussi aux gens de ma culture dans mon pays d'origine. Bon, bien sûr, avec la page d'auteur Facebook, Instagram. J'ai participé à quelques événements aussi à Montréal avec un kiosque. J'ai participé, par exemple, à la journée de la santé mentale dans une succursale de la Femme à Prix, où c'était une soirée VIP. J'avais un kiosque et j'ai pu offrir mon livre. Ça a été bien soutenu, cette campagne. J'avais une campagne aussi que j'ai faite sur mon lieu de travail parce que je dois dire que les premiers réseaux, ce sont les amis, la famille et nos collègues de travail. Donc, ils deviennent nos ambassadeurs et c'est eux qui peuvent transmettre cette bonne nouvelle à d'autres de bouche à oreille. J'ai participé à quelques entrevues à la radio aussi où j'ai parlé de mon livre. Certains blogs ont écrit sur mon livre. Et quand je voyage, j'apporte mon livre. Mon conjoint aussi me soutient. Il parle à ses collègues, ses amis. Ma femme est auteure et puis il parle de mon livre. Donc, vraiment, c'est un travail qui demande du temps, mais c'est agréable parce qu'on côtoie les gens, puis on a l'occasion de parler de notre histoire. Puis aussi, ça me donne l'occasion de dresser ce tableau positif que je tenais à dresser. Donc, ce n'est pas dans les nouvelles, mais c'est moi qui explique, je parle du beau de mon pays. J'ai fait quelques vidéos promotionnelles aussi qui m'ont aidé à faire la publicité sur Facebook. Voilà. Oui, tu as été très, très active. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit autant d'activité et d'énergie ensuite Une activité qui est très importante pour moi, que j'ai oublié, c'est participer au Salon du Livre. Donc, c'est sûr que ça demande du temps, mais moi, je ne me stresse pas avec ça parce que je me dis qu'un livre se vend pas en une année ou 2 années. On achète encore du Balzac puis du Voltaire. C'est parmi les livres les plus vendus pourtant. Ça date de quand? Donc, il faut... Puis aussi, moi, ce qui est intéressant, c'est que mon histoire a une date d'anniversaire. Donc, si j'oublie pendant plusieurs mois, bien, la date d'anniversaire va me donner un coup de pouce ou bien un élan pour en parler. Donc, ça demande du temps, mais il ne faut pas se mettre un temps. Hein, il faut un livre, plus ça vieillit, des fois, c'est encore meilleur. Et plus que les gens en le lisent, plus que les gens vont en parler à d'autres, et puis c'est comme ça qu'on va le vendre. Alors, tu parlais de vidéos promotionnelles. Je crois que tu en as une pas loin qui nous permettrait peut-être de découvrir en plus ta couverture de plus près. Celui-là, attendez, je vais voir. Je vais mettre au début. OK, ouais. Ça, c'est une des vidéos que j'ai. Voilà. Donc, lorsqu'on publie des vidéos sur les réseaux sociaux, ben, c'est pas important. Non, c'est très important. C'est très important que ça ne soit pas trop long. Il ne faut pas que ça soit, les gens soient découragés à la visionner, la vidéo. Puis, il faut que ça aille droit au but. Donc, c'est sûr que des vidéos comme ça aide. Des fois, si on veut partager l'information avec un journaliste rapidement ou quelqu'un qui veut nous interviewer rapidement, mais on envoie la vidéo de 30 secondes, puis ça fait l'affaire, ça résume bien le récit. Ouais, donc, moi, j'ai trouvé que c'était très avantageux, puis ça m'a beaucoup aidé à faire la promotion de mon livre. Et est-ce que ce sont des choses pour lesquelles tu avais aussi des gens qui t'aidaient, qui te conseillaient, ou est-ce que tu as appris en lisant, toi, de ton côté,
Bien, c'est sûr qu'en parlant avec d'autres auteurs, puis aussi en assistant au 5 à 7 chez vous, Bouquinbec, puis en faisant des recherches, en lisant vos blogs, mais ça nous donne des idées. Puis il ne faut pas avoir peur d'aller voir sur ce que font d'autres, en fait. Hein. Donc, on peut se fier aux expériences des autres pour pouvoir faire aussi. Donc, moi, de mon côté, je me suis fié beaucoup aux conseils qu'on me donnait, puis aux expériences d'autrui pour pouvoir pour savoir comment faire avec mon livre. Oui, oui, effectivement, et c'est ce qui revient souvent, que les auteurs nous disent, c'est en parlant, les échanges d'expériences. Et nous, par exemple, à notre échelle, chez Bouquinbec, bah, comme on a la chance de fréquenter souvent des auteurs, on a essayé de rassembler souvent, on fait ça le plus souvent possible. Donc, on a par exemple un blog, si jamais il y a des gens que ça intéresse, on essaye de publier régulièrement des articles de blog avec des conseils, des expériences. On a aussi des guides dans la section ressources de notre site internet si ça vous intéresse. Mais effectivement, comme tu le dis, oui, les salons du livre aussi, les événements permettent vraiment d'échanger et d'en apprendre. Est-ce que tout ceci t'a donné des idées pour la suite déjà? Tu le disais un peu tout à l'heure. Oui, bien c'est sûr que là, je viens d'achever la rédaction de mon deuxième livre. J'ai un thème que j'essaie de garder, je parle de mon peuple, mais cette fois-ci, je mets en relief plus précisément la femme noire. Donc, c'est un roman fictif qui va mettre en relief les enjeux de la femme noire qui a dû quitter son pays, qui est Haïti, pour immigrer ici. Donc, tout ce que ça implique, la femme noire, je l'adresse toujours je donne toujours le portrait de la femme forte, souvent qui élève seule ses enfants ou qui fait face à beaucoup de difficultés, mais qui est un roseau qui se plie mais qui ne casse pas. Donc, j'ai hâte de partager ça avec vous très bientôt. Super, super. On a hâte de découvrir ça également. Je propose que nous fassions un petit tour. Il y a eu quelques questions sur lesquelles on pourrait revenir pendant que nous parlions tout à l'heure. J'ai une ou deux questions pour toi, par exemple, Lina, concernant la révision. On a par exemple une personne qui nous a demandé, je vais retrouver ça, nous a demandé, oui, est-ce qu'il y a des réviseurs spécifiques pour chaque type de roman? Et donc à l'inverse, est-ce que tu es un peu spécialisé, entre guillemets, pour certains types de livres ou de romans? Pour certains types de romans, je ne pense pas. Peut-être qu'il y en a, là. Euh, je ne discute pas énormément avec d'autres réviseurs, à moins de discuter avec les réviseurs de Bouquinbec. Je pense que lorsqu'il s'agit d'un roman, un type littéraire, c'est un style littéraire qui, dont la structure se répète. C'est un modèle où on a des narrations, où on a des dialogues, des descriptions. Je pense que ce modèle-là peut se ressembler d'un à l'autre. Par contre, je dirais qu'il y a peut-être des gens qui vont aimer se spécialiser dans les essais, dans les recueils, les livres d'histoire. Alors, je vois plus de différence entre un essai et un roman qu'entre des romans comme tels. En tout cas, du moins dans ceux que j'ai faits, là. Euh, non, un roman, ça contient ils contiennent les mêmes éléments, les mêmes ingrédients, si je peux dire, là. Mais c'est une bonne question. Question peut-être pour Déborah. Est-ce que... Attends, je vais la retrouver. À quelle fréquence à peu près est-ce que vous échangiez pour les corrections, les suggestions? Est-ce que ça se faisait plusieurs chapitres à la fois ou comment est-ce que ça se fait?
Régulièrement, parce que aussi, nous, en tant qu'auteurs, lorsqu'on donne un manuscrit à corriger, bien, on a hâte d'avoir la copie, hein, on a hâte d'avoir la fin. Donc, on appelle, on pose des questions. Puis aussi, Lina, dès qu'elle a un doute, ou même si ce n'est pas un doute, des fois, elle nous fait juste nous dire « Ah, je suis rendue là dans ton histoire. » Donc, ça nous permet d'avoir une vision aussi où est-ce qu'on en est rendu dans le texte. Mais on ne passait pas une semaine, c'est sûr, ou même une semaine, c'est beaucoup, peut-être 4 jours, ou 3 jours, on se parlait. Si on ne se parle pas de vive voix, on échangeait par courriel. Donc, on a un contact vraiment sur une base régulière. Et est-ce que toi, tu avais une date que tu visais pour la publication du livre? Moi, j'avais une date, mais j'avais quand même un délai. J'avais quand même un délai de 2 mois avant mon lancement. Donc, ça m'a laissé suffisamment de temps pour la révision et puis pour le côté graphiste, puis la publication. Oui. Toi, de ton côté, Lina, quand il y a un livre qui est en révision comme ça, est-ce que ça arrive que tu en aies deux en même temps qui sont en train d'être révisés ou est-ce que tu te consacres à un à la fois? Je peux en avoir 2, 3, 4. Mais je ne fais pas tout le même travail en même temps. Par exemple, si je suis en train de faire une révision, je vais me consacrer vraiment au livre dont je fais la révision pour être bien dans l'histoire. Mais pendant ce temps, il y a peut-être un livre dont j'ai terminé la révision qui est en vérification chez l'auteur. Il y a un autre livre pendant ce temps qui est au montage. Alors, c'est ça. Alors, donc, je peux travailler quand même sur 3 livres en même temps. Présentement, j'en ai un dont l'auteur est en train de faire des corrections. Un autre, on a terminé les approbations. Je vais pouvoir l'envoyer au montage. Il y a des auteurs aussi qui prennent leur temps. Puis moi, je leur dis, prenez le temps dont vous avez besoin. Moi, pendant ce temps-là, j'ai d'autres mandats. Mais quand on écrit, quand on révise, il ne faut pas être pressé, je pense. C'est mieux de réfléchir à ce qu'on va faire au lieu de revenir en arrière puis dire, ah, j'aurais voulu dire ça, j'ai oublié. Alors, j'ai 2 auteurs présentement qui sont en train de peaufiner leur livre. Puis ça fait un certain temps qu'ils sont là, puis c'est correct. Moi, ça me va. Il y en a un autre qu'on a terminé, puis il devrait. Je pense qu'il est en impression. Donc, l'auteur va l'avoir demain. Puis j'en ai d'autres qui attendent aussi. J'ai une autre qui attend, puis des soumissions que je fais régulièrement. Donc, oui, on peut travailler sur plusieurs documents en même temps, mais on ne fait pas la même chose en tout cas, pour ma part, là, à moins d'avoir quelque chose qui est très long et puis que là, on me refile un recueil de poésie, par exemple. Alors, ça se peut bien que je prenne une pause de mon 300 pages ou entre mes 2 lectures, parce que je fais toujours 2 lectures du livre. Alors, avant d'entreprendre la deuxième lecture, ça se peut que je fasse quelque chose qui est plus court pour se donner du temps parce que c'est bien de prendre du recul aussi avant de revenir sur un texte. Mais moi, je le vois comme si j'étais une nouvelle lectrice. Alors, c'est un peu comme ça. Puis là, Déborah disait qu'on se téléphonait 3, 4 fois par semaine. C'est vrai, mais je fais pas ça avec tout le monde, là. Je veux pas que vous pensiez là, qu'on va se parler. Non, non, c'est pas tout le monde, là. Puis c'était plus au début aussi là, que j'étais avec Bouquinbec. Puis on a pris beaucoup de temps ensemble, là, mais t'es un cas particulier, Déborah. OK, merci. Oui, oui. Très bien. Je pense que nous avons répondu à un grand nombre de questions. Je regarde pendant qu'on se parle et à mon avis, dans nos échanges, on a répondu à la grande majorité. Est-ce que, Déborah, tu voudrais peut-être ajouter quelque chose pour la fin, nous dire déjà comment on peut se procurer ton livre pour ceux que ça intéresserait? Bien, mon livre est toujours disponible chez Bouquinbec. Donc,
la librairie en ligne est très utilisée, surtout dans cette période de COVID. Donc, les gens peuvent aller sur le site de Bouquinbec, aller dans la librairie en ligne, puis de le commander. Pour celles ou ceux qui sont intéressés d'avoir format numérique sur Amazon, il est encore disponible. Pour ceux peut-être, bon, les bibliothèques sont fermées, mais très bientôt, dès que ça repart, ben c'est à la Bibliothèque de Montréal, on peut l'emprunter. Quelques librairies qui peuvent aussi, même en Haïti, on peut se procurer à la librairie Astérix. Donc, voilà. Super, ben, merci beaucoup. Merci à vous deux pour votre présence et puis pour être revenu sur ce processus de publication, de révision que vous avez vécu. Je pense que ça a pu donner une image plus nette, plus précise de ce qu'est vraiment la publication, la révision d'un livre. Voilà, merci vraiment à vous deux, à ceux également qui ont regardé, participé aux échanges dans les commentaires. C'est vraiment ça qu'on voulait vous montrer, vous illustrer, eh bien que notre mission, nous, chez Bouquinbec, c'est de vous accompagner, de mettre des gens autour de vous, de faire une équipe pour publier votre livre de manière professionnelle et que ce livre ressemble à celui que vous avez en tête, que vous aimeriez publier. Si jamais ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pourrez retrouver sur notre page Facebook et également dans la section ressources sur notre site internet. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir été en Merci à vous deux. Merci. Merci, Lina. Bisous. Merci, Déborah. À bientôt pour plus de nouvelles. OK. À la prochaine. Oui. Au revoir. C'était très agréable. Au plaisir. Bye.